Voici la Corée du Nord, le pays le plus isolé au monde. C'est un État totalitaire dirigé par une monarchie dictatoriale. Mais il y a autre chose qui distingue cette société autocratique de ses prédécesseurs. Il n'y a tout simplement aucune échappatoire. Vous pourriez penser que c'est un trait commun dans une société totalitaire. L'Allemagne nazie, la Russie soviétique, les régimes fascistes de Franco en Espagne et de Mussolini en Italie. Dans tous ces scénarios, les défecteurs, hérétiques et voix dissidentes ne sont-ils pas emprisonnés, exilés ou assassinés? Eh bien, même si cela a été le cas dans tous ces régimes historiques, dans chacun de ces exemples européens de totalitarisme, il était encore possible de s'échapper. Les forces alliées ont aidé à faire sortir clandestinement des prisonniers de guerre et des informateurs utiles de ces pays par des filières secrètes. Et des agents doubles opérant à l'intérieur de ces États facilitaient souvent les plans d'évasion pour le personnel important. Dans la Corée du Nord d'aujourd'hui, personne n'entre et personne ne sort. La présence de personnel allié aidant secrètement les défecteurs à fuir est bien plus limitée dans ce contexte moderne. À l'instar de leurs prédécesseurs dictatoriaux comme Staline et Mao, la dynastie Kim qui dirige la Corée du Nord a isolé sa société, son économie et sa culture, à tel point que même leurs citoyens parfaitement innocents sont piégés. Comme dans tout État totalitaire, la loyauté envers le dirigeant suprême est indispensable pour les Nord-Coréens. L'opposition collective au gouvernement était quasiment inexistante. Ils savent qu'ils restent sous l'œil du dirigeant suprême, voulant la liberté mais conscients qu'elle est inaccessible. Quand les centaines de défecteurs condamnés échouent à s'échapper chaque année, cela ne surprend guère ceux de l'intérieur ou de l'extérieur. Mais pourquoi? Pourquoi admettons que ces âmes échouent presque toujours? Pourquoi ne peut-on jamais fuir la Corée du Nord? La première chose à comprendre sur la difficulté de s'échapper de la Corée du Nord, c'est le rapport entre les risques et les bénéfices. Par là, je veux dire, ce qu'on gagne à fuir vaut-il les risques encourus? Une punition suffisamment sévère dissuadera la grande majorité des gens de poursuivre n'importe quel désir, peu importe à quel point ils le convoitent. Et le rapport entre les risques et les bénéfices pour les Nord-Coréens n'est pas difficile à comprendre. Si les punitions étaient moins sévères, de nombreux déserteurs fuiraient chaque jour une société touchée par la famine, les pénuries, ainsi que des formes draconiennes de persécution et d'oppression. Malheureusement, les punitions sont si sévères qu'elles mettent la vie en danger. Aux frontières avec la Chine et la Corée du Sud, un ordre de tirer à vue autorise les soldats à tuer tout Nord-Coréen aperçu impunément. Si des soldats nord-coréens vous attrapent en tentant de fuir et que vous survivez, vous serez arrêté puis envoyé dans un camp de prisonniers, soumis au travail forcé, à la malnutrition et à divers abus mentaux et physiques. L'alternative, oui, c'est votre exécution, avec en plus la possibilité que toute votre famille subisse le même sort pour servir d'exemple. Si vous fuyez en Chine et êtes attrapé, le gouvernement chinois vous renverra en Corée du Nord, où vous serez exécuté ou envoyé dans un camp pénitentiaire. L'exécution ne concerne pas que les déserteurs. L'exécution punit divers crimes, du meurtre ou trafic de drogue à des infractions moindres, comme la dissidence politique ou la consommation de médias non approuvés par l'État. Même si vous survivez et êtes envoyé dans un camp de travail, vos chances de survie restent faibles. Même si la règle des 3 générations punit la famille d'un criminel par le travail forcé jusqu'à 3 générations, les peines durent rarement aussi longtemps, sans pour autant faire preuve de clémence. Faute de nourriture, de vêtements et de ressources, près de 40% des prisonniers meurent en quelques années de malnutrition sans atteindre la perpétuité. Cette peur permanente de l'exil, de la torture ou de la mort pour des infractions jugées mineures en démocratie est le plus fort moyen de dissuasion pour ceux voulant fuir cet état voyou. Seuls ceux prêts à risquer leur vie tentent de s'enfuir, ce qui réduit fortement le nombre d'évasions. Si vous faisiez partie de ces âmes courageuses prêtes à tout risquer pour leur liberté, il fallait élaborer un plan d'évasion reposant sur plusieurs facteurs, dont la géographie. Si vous souhaitez vous évader, vous devez vous baser sur 2 questions. Où et comment? Ces 2 questions nécessitent de comprendre la géographie de la Corée du Nord et de choisir l'itinéraire le plus favorable. Pays d'Asie de l'Est situé au nord de la péninsule coréenne, la Corée du Nord est déjà dans une région peu favorable aux déserteurs. Au nord, elle est bordée par la Russie et la Chine, 2 pays ayant un passé totalitaire et communiste, qui ont historiquement collaboré pour réprimer la dissidence et s'entraider à garder le contrôle sur leurs citoyens, en particulier ceux qui tentent de s'échapper. À l'est se trouve la mer de l'Est, et à l'ouest la mer Jaune, 2 étendues d'eau qui limitent les Nord-Coréens à 2 options réalistes pour s'échapper, le nord ou le sud. La mer Jaune est dangereuse à cause des typhons et de ses eaux agitées. La mer de l'Est est trop vaste pour être traversée sans bateau adapté. Au sud, la République de Corée
ennemi mortel de Pyongyang, incarne la voie que la Corée aurait pu suivre avant la guerre civile qui a divisé la péninsule. Pour beaucoup, cette option vers le sud est impossible. C'est la route la plus difficile à cause de la DMZ. La DMZ est la zone démilitarisée à la frontière coréenne, longue de 160 miles et large de 2,5 miles, fortement surveillée par du personnel militaire, des gardes et des équipements de surveillance, ce qui en fait l'une des zones les plus gardées au monde, à travers laquelle très peu de personnes ont survécu à une tentative d'évasion. En ce qui concerne le terrain et la topographie, la Corée du Nord n'offre pas non plus un paysage facile à traverser. Les montagnes Nungnim traversent le centre du pays du Nord au sud, séparant les côtés est et ouest de la péninsule. C'est un obstacle pour ceux qui évitent les routes principales, où la détection est plus probable, et ce n'est qu'une des nombreuses barrières géographiques à la fuite. Le terrain montagneux de la Corée du Nord semble de plus en plus difficile à mesure qu'on l'analyse. Les montagnes Hamgyeong, s'étendant du nord-est des montagnes Ngungnim au plateau de Kaima, forment un important obstacle pour les déserteurs allant vers le nord. Ces montagnes créent une pente abrupte entre les hauts plateaux de Kaima, au nord-est du pays, et la mer de l'Est. En plus de cela, une autre chaîne de montagnes dans le sud-est, connue sous le nom de chaîne de montagnes Taebaek, qui s'étend jusqu'en Corée du Sud, signifie qu'une fuite vers le sud doit passer par le centre ou le sud-ouest, si vous souhaitez éviter un terrain montagneux dangereux. En réalité, pour fuir vers la Chine ou la Corée du Sud, mieux vaut vivre sur la côte ouest, où le terrain est plus plat et facile à traverser. Cependant, cela implique aussi une surveillance accrue. Ces barrières géographiques ont été renforcées récemment par des barrières artificielles. Si vous regardez ce graphique qui indique le nombre de déserteurs nord-coréens chaque année de 1998 à 2023, vous remarquerez qu'il y a eu une énorme diminution du nombre de personnes essayant de s'échapper. Il y a plusieurs raisons à cela. Pendant la pandémie, la Corée du Nord a érigé de nouvelles barrières à ses frontières avec la Chine et la Russie, avec un mur extérieur et un mur intérieur, créant une zone tampon où les déserteurs sont piégés et plus repérables par les gardes. Et oui, ces gardes opèrent tous sous un ordre de tirer à vue. Cela a rendu la route d'évasion du Nord plus dangereuse que jamais. Encore pire, depuis 2022, en réponse à la pandémie, les déplacements intérieurs sont plus restreints que jamais. Les Nord-Coréens doivent désormais un certificat de déplacement professionnel du gouvernement pour voyager hors de leur ville ou comté. Ces dernières années, le gouvernement a également mis en place des technologies de reconnaissance faciale par intelligence artificielle dans les villes et les localités frontalières. Cette technologie adoptée du PCC en Chine peut détecter instantanément les déserteurs où qu'ils apparaissent en public et en informer les autorités. La pandémie a permis au régime de Kim de restreindre les déplacements et de renforcer la sécurité comme jamais. Le pays a désormais atteint un niveau de technosurveillance insurmontable, au point de faire paraître dérisoires même les concepts dystopiques de contrôle totalitaire. L'isolement de la Corée du Nord tient à la censure et au contrôle total des médias par le gouvernement. Même si quelqu'un échappe à ces obstacles et franchit la frontière, les dangers ne font alors que commencer. Si vous parvenez d'une manière ou d'une autre à franchir la frontière chinoise au nord, par exemple, vous n'êtes en aucun cas tiré d'affaire. C'est un voyage incroyablement long et ardu à travers la Chine jusqu'en Mongolie ou à travers la Chine vers l'Asie du Sud-Est. Des pays comme la Mongolie, le Laos ou le Cambodge renvoient les déserteurs vers la Corée du Sud plutôt que du Nord par sympathie. Y parvenir relève souvent de la fuite. Toutefois, le voyage jusqu'à ces pays amis en passant par la Chine est généralement bien trop long et bien trop dangereux pour aboutir, même après avoir franchi la frontière. L'état de surveillance chinois est plus avancé qu'en Corée du Nord, rendant les déserteurs aussi vulnérables à la capture durant ce trajet. Comme les données faciales de presque tous les citoyens chinois sont stockées dans une base de données gouvernementale, les Nord-Coréens n'apparaissent pas lors des scans, ce qui les rend facilement identifiables. Certains récits récents de défecteurs dont la fuite a échoué concernent ceux arrêtés grâce à cette technologie dans les gares, une fois assis dans le train. Comme évoqué plus tôt, la Chine est l'allié la plus proche de la Corée du Nord et collabore depuis longtemps au rapatriement des déserteurs, expulsant systématiquement tout fugitif capturé. En fait, rien qu'en décembre 2023, il a été rapporté que 600 déserteurs nord-coréens qui avaient été rapatriés après avoir fui en Chine ont disparu. Des groupes sud-coréens de défense des droits de l'homme ont affirmé que c'était la plus vaste opération de rapatriement de ce type depuis des années. La Chine évite sans doute des violations du droit international lors de ces expulsions, en qualifiant ces personnes de migrants économiques irréguliers, et non de réfugiés ou déserteurs, ce qu'ils sont pourtant. Avec l'aide de la Chine, voici jusqu'où la Corée du Nord est allée pour maintenir son peuple dans la soumission, rendant la fuite plus difficile que jamais. La Chine demeure la principale voie d'évasion, plus accessible que la Russie pour diverses raisons. Le nord-est de la Chine abrite la plus grande population de personnes d'ethnie coréenne hors de Corée,
permettant aux déserteurs de se fondre dans les villes frontalières en se faisant passer pour des Chinois parlant coréen. Pour cette raison, les réseaux de tunnels souterrains facilitant le passage des Nord-Coréens le long de cette frontière sont plus denses et mieux développés. En raison de la normalisation des relations, la frontière chinoise a historiquement été moins surveillée que la frontière russe ou la DMZ. De plus, le climat à cette frontière ressemble à celui de la Corée du Nord. Et les longs trajets durant les hivers sibériens rigoureux posent un défi majeur aux fugitifs. Il y a aussi le fait que la frontière sino-coréenne est la plus grande frontière que possède la Corée du Nord. Plus de 1350 km de frontière séparent les deux pays, offrant de nombreux points de passage, mais cela reste vain face à la réaction de la Chine si les fugitifs sont attrapés. Seuls 20 militaires ont fait défection en traversant cette frontière depuis 1966, ce qui n'est pas vraiment un gage de sécurité ou d'efficacité pour cette route, même si elle reste l'option la plus viable. La frontière russo-coréenne ne mesure que 17,2 km. Vous pourriez croire que la Russie traiterait mieux les défecteurs nord-coréens que la Chine, mais ce n'est malheureusement pas vrai. En fait, des groupes de défense des droits de l'homme comme le groupe d'assistance civique aux droits de l'homme de Russie suivent ces cas et ont rapporté qu'en 2017, seulement 2 Nord-Coréens sur 211 demandeurs ont obtenu le statut de réfugiés en Russie. Ces chiffres devraient probablement se maintenir après l'accord d'expulsion de 2014 signé par la Russie et la Corée du Nord, qui a officialisé un accord entre les deux pays pour rapatrier les citoyens vivant illégalement sur le territoire de l'autre. Cela laisse la Corée du Sud et la DMZ comme la seule voie d'évasion qui, si elle réussit, ne mènerait pas à un rapatriement une fois arrivés. En d'autres termes, la seule route de passage immédiate que les Nord-Coréens peuvent emprunter sans risque d'être déportés dans un camp pénitentiaire de l'autre côté passe par la zone frontalière la plus surveillée au monde, qui est pratiquement impénétrable. Mais même si cela semble irréalisable, ce n'est pas tout à fait impossible. Certaines personnes ont réussi à s'échapper de la Corée du Nord, et si vous voulez savoir comment y parvenir, alors leurs histoires méritent qu'on s'y attarde. Abordons d'abord le cas le plus récent d'une évasion miraculeuse, survenue malgré le contexte post-pandémique et un niveau de sécurité intérieure inédit. En raison de la technologie de reconnaissance faciale désormais omniprésente, qui permet de repérer les transfuges dans les bus et les trains, seules les voitures ou les fourgonnettes fournies par les passeurs sont sûres pour se rendre au point de passage frontalier. Les routes d'évasion étant bloquées durant la pandémie, M. Kim et son frère ont fui par la mer, probablement la voie la plus dangereuse possible. Suite à l'aggravation de la famine et de la répression en 2022, M. Kim et son frère ont minutieusement préparé leur évasion durant 7 mois. Par une nuit orageuse et une mer agitée, les hommes ont commencé leur voyage. Leurs enfants, endormis sous somnifères et cachés dans des sacs de toile de jute déguisés en sacs à outils, étaient protégés des événements traumatisants à venir. Ils vivaient dans un petit village de pêcheurs à l'extrême sud-ouest du pays, ce qui leur offrait une alternative certes plus risquée aux routes d'évasion bien établies, mais désormais bloquées. Les gardes maritimes de la DMZ étant moins présents pendant la tempête, ils jugeaient cette option préférable. Monsieur Kim avait passé des mois dans un programme de pêche d'une base militaire proche. Les pêcheurs vendaient leurs poissons pour acheter du matériel militaire. Durant cette période, il a recueilli auprès des gardes et soldats des informations clés, comme leur déplacement et horaire de garde. Il a donc su qu'il devait partir à 22 h cette nuit-là, malgré la tempête. Monsieur Kim et son frère avaient aussi inspecté le champ de mines côtier à cette époque, le cartographiant en feignant de cueillir des herbes médicinales. Ces mines avaient été posées cette année-là pour empêcher les fuites. Quand le temps s'est gâté un soir, les frères ont compris que la nuit attendue était là. Ils ont traversé le champ de mines avec leurs enfants, l'épouse de Monsieur Kim et sa mère âgée. Arrivés au bateau de pêche, ils ont dérivé aussi loin que possible sans se faire repérer, avançant lentement pour paraître de simples débris flottants. Une fois qu'il approchait de la limite de la frontière maritime, Monsieur Kim a foncé à toute vitesse jusqu'à sortir de la zone maritime de la DMZ et entrer en territoire sud-coréen, plus précisément sur l'île de Yeonpyeong. En se retournant, il a vu un bateau nord-coréen les poursuivre. Heureusement, les gardes ne les ont découverts que trop tard, et la famille Kim était libre. Ceci est un rare exemple de fuite par la mer. Les mois de renseignement et de préparation montrent la difficulté de cette évasion, d'autant plus qu'ils ont failli être capturés. Avoir un bateau comme celui de Monsieur Kim peut valoir le coup d'essayer. Mais l'évasion maritime reste rare chez les déserteurs nord-coréens, car toutes les conditions doivent être réunies pour réussir. Si fuir par bateau n'est pas possible, comme pour la plupart des Nord-Coréens, passer par le réseau clandestin de passeurs et les tunnels à l'une des frontières est la meilleure alternative. Le problème, c'est qu'en raison de l'augmentation de la surveillance technologique, s'évader est non seulement devenu plus difficile, mais aussi plus coûteux. Récemment, les Nord-Coréens désespérés payaient environ 1 500 $ à des groupes pour faire défection.
Pendant la pandémie, ce montant est passé à 6 000 $ et maintenant, dans certains cas, il peut atteindre 20 000 $ si la destination souhaitée est la Corée du Sud. C'est une augmentation de 10 fois par rapport au prix d'avant la pandémie. C'est tout simplement inabordable pour la grande majorité de la population, ce qui réduit considérablement la fréquence des tentatives de fuite. Réunir une telle somme peut prendre des décennies à la plupart des Nord-Coréens, d'où l'importance d'amis ou de familles à l'étranger pour financer la fuite. Malgré la surveillance et la sécurité accrue aux frontières nord-coréennes, l'inflation des frais des passeurs reste peut-être le principal obstacle à la fuite. Faute d'aide de proches évadés ou de moyens pour un passeur, la majorité des Nord-Coréens, comme Monsieur Kim, doivent organiser et tenter leur fuite seuls. Cela explique aussi la forte baisse du nombre de défecteurs sous Kim Jong-un cette dernière décennie. Si vous parveniez à réunir les fonds pour un passeur et que vous envisagiez de vous échapper par les routes traditionnelles le long de la frontière chinoise, il vous faudrait alors contacter et engager un passeur en qui vous avez confiance. Ce n'est pas facile. Selon la base de données sur les droits de l'homme en Corée du Nord et le groupe de travail sur la justice transitionnelle, jusqu'à 80% des réfugiés nord-coréennes fuyant leur pays tombent aux mains de trafiquants qui les vendent à l'industrie du sexe ou à de riches Chinois comme épouses. Pendant ce temps, les réfugiés masculins sont souvent vendus comme esclaves et forcés à effectuer des travaux pénibles dans différentes régions d'Asie de l'Est, comme s'ils avaient été envoyés dans un camp pénitentiaire nord-coréen. Cela signifie que de nombreux Nord-Coréens qui donnent à un passeur toutes leurs économies en échange de son aide pour s'évader finissent tout simplement victimes de la traite. Un risque que beaucoup considèrent malgré tout comme valant la peine d'être pris. Beaucoup de passeurs honnêtes font confiance à des réfugiés qui sont en réalité des agents nord-coréens infiltrant les opérations de sauvetage, ce qui conduit à leur perte. Cette incertitude des deux côtés du système des passeurs a rendu le processus véritablement instable. Malheureusement pour la plupart, c'est simplement la seule option, peu importe à quel point elle est risquée. Maintenant, si vous avez la chance d'engager un passeur en qui vous avez confiance, il est fort probable que vous tenterez de traverser la partie orientale de la frontière chinoise, en passant par la rivière Chumain. C'est l'itinéraire le plus utilisé vers le nord. La nouvelle zone tampon complique la traversée, mais on peut encore passer à la nage l'été ou à pied sur la rivière gelée l'hiver. La répression accrue en Chine rend trop risqué de rester dans une ville frontalière où des passeurs offrent emploi et logement discrètement. Le voyage vers des terres plus sûres en Chine doit commencer immédiatement. En général, le voyage à travers la Chine, qui dure plusieurs jours ou semaines, mène vers le Yunnan, province la plus au sud, frontalière du Myanmar, du Laos et du Vietnam. Ce voyage est connu sous le nom d'Underground Railroad. En route, les défecteurs séjournent dans un réseau clandestin de refuge, guidés par des passeurs pour éviter patrouilles armées et dangers de la jungle. Les réfugiés traversent souvent des montagnes pour entrer au Laos ou au Myanmar, puis sont transportés en Thaïlande. À ce stade, leur périlleux voyage touche presque à sa fin. Des diplomates sud-coréens ou des défenseurs des droits de l'homme ramènent ces personnes en avion à Séoul, souvent situé à quelques dizaines de miles du point de départ des défecteurs. Le fait que cette route dangereuse soit le moyen d'évasion le plus probable montre pourquoi le royaume ermite n'est pas un lieu dont on rêve de s'échapper. La plupart des êtres humains ne sont tout simplement pas capables de survivre à ce genre de stress et de tourments. Et ceux qui peuvent endurer une telle épreuve doivent aussi faire face au fait que la chance et la bonne fortune sont des conditions nécessaires pour réussir à s'échapper. Enfin, examinons la route d'évasion la plus audacieuse, traverser la DMZ vers le sud. Aujourd'hui, cette route est presque suicidaire, mais certains transfuges ont réussi à franchir la DMZ. Oh Chong-song, un soldat nord-coréen, a été touché par balle à 5 reprises pendant sa fuite, mais il a tout de même réussi à atteindre la Corée du Sud. Certains d'entre vous s'en souviennent peut-être lorsque cela s'est produit. C'était sans doute la fuite nord-coréenne la plus spectaculaire jamais filmée. Dans ce cas, si vous étiez un soldat en poste à la DMZ, ce pourrait être la seule façon de faire défection sans aide extérieure, même si cela semble insensé. Oh Chong-song a pris la décision de s'évader spontanément, alors qu'il se trouvait dans un véhicule militaire près du poste de contrôle nord-coréen. Il a simplement foncé à travers, sans qu'il y ait de barrière d'une manière ou d'une autre, droit vers la Corée du Sud. En conduisant sa Jeep à grande vitesse, il s'est écrasé dans un fossé, une roue se serait détachée. Ses collègues nord-coréens approchant, il a dû quitter la Jeep et courir vers la frontière, distante de quelques mètres. Il s'est caché derrière un arbre pour éviter les tirs des soldats. 5 balles l'ont transpercé. Porté par l'adrénaline, il a couru puis s'est effondré et a rampé vers le mur frontalier. Inconscient et criblé de balles, les soldats sud-coréens ont résisté aux tirs et traîné son corps à l'abri. Après une opération à haut risque, Oh a retrouvé la santé et obtenu l'asile. Il était libre, mais il avait payé le prix de cette liberté, tout comme tous les autres. En réaction à cette défection, la Corée du Nord a installé un nouveau portail sur la route vers la zone démilitarisée. 2 autres portails, autrefois ouvertes, sont maintenant presque toujours fermés.
L'une possède des herses manuelles qu'il faut désactiver en restant dessus. Il est maintenant encore plus difficile de s'échapper et l'itinéraire, autrefois miraculeux, est devenu impossible. La fuite directe vers la Corée du Sud, bien que ce soit l'option la plus souhaitée par de nombreux Nord-Coréens, reste la plus dangereuse et rien ne changera ce fait avant longtemps. Ces exemples de récits de réfugiés ayant réussi à s'enfuir sont malheureusement des cas rares, extraits d'une collection toujours croissante de tentatives d'évasion ratées, où la chance nécessaire n'a jamais été au rendez-vous. Sous Kim Jong-un et Xi Jinping, fuir la Corée du Nord est devenu si difficile que les anciennes routes semblent faciles en comparaison. Dans un monde où la reconnaissance faciale par IA, la technosurveillance avancée et un paysage géopolitique multipolaire dominent, peut-on encore s'évader de régimes totalitaires comme la Corée du Nord? Les possibilités d'atteindre la liberté reviendront-elles un jour? Ou bien les technologies du futur continueront-elles à supprimer tout espoir, rendant la Corée du Nord véritablement impossible à fuir, une bonne fois pour toutes? Merci d'avoir regardé.